Si vous avez écouté les épisodes précédents, vous aurez compris comment fonctionne l'œil myope. Inutile donc de vous répéter que dans cet œil, plus long que la moyenne, l'image vue va se former non pas pile poil sur la rétine, mais devant, d'où l'effet flou. Mais je ne sais toujours pas comment est née ma myopie, ni comment fonctionne ma rétine. Alors, pour une petite mise au point, direction l'Institut de la Vision, juste à côté de l'hôpital des 15-20, à Paris. Là où l'œil est ausculté, interrogé, scruté dans tous ses recoins. Alors on est dans l'ascenseur de l'Institut de la Vision, du pôle recherche. On va où ? Au fond des yeux, On va au 4e étage. le podcast qui change votre regard. Qu'est-ce qu'il y a au 4e étage ? Mon équipe, des laboratoires, il y a des laboratoires, des bureaux. Demain, Il va vite l'ascenseur. plus si myope. Faut pas perdre de temps en recherche. C'est ça. Vous reconnaissez sa voix ? C'est celle du chercheur post-doctorant dans le département de génétique, Baptiste Villemay, qu'on a déjà entendu dans le premier épisode. Il nous ouvre la porte de son bureau et de son objet de recherche. Là on entre dans votre bureau, il y a marqué bureau post-doc, doc. Alors effectivement, c'est un bureau de doc et post-doc. En fait, on réunit des bureaux de doc et post-doc d'un côté, des bureaux d'ingénieurs de l'autre. C'est assez efficace parce qu'effectivement, les doc et post-doc ils peuvent discuter entre eux de leurs différents projets, se donner des idées. Ça peut être assez intéressant pour eux d'avoir un bureau commun. Il est où votre bureau ? C'est celui-là. Mais votre ordinateur il est magnifiquement décoré, il y a des bonbons qui sont... Des bonbons qui sont collés dessus, même des petites souris en peluche. Petite polish de souris, Des oui. petites peluches. Il y a un photomaton, il y a... Première fois qu'on me dit que mon bureau est joli, moi j'ai toujours trouvé qu'il était bordélique, mais écoutez... Il y a une pièce sur la gauche où on voit des blouses blanches qui pendent. Donc c'est pas une légende, vous mettez bien des blouses blanches quand vous travaillez sur la paillasse. Effectivement, c'est une prérogative, enfin c'est totalement obligatoire. Hein. Dès qu'on manipule des produits qui peuvent être toxiques, on est obligé de mettre blouse et gants aussi. Dans certains cas, des lunettes de protection. Alors, on aime bien faire la blague entre chercheurs que nous, on met la blouse uniquement quand c'est nécessaire, là où les médecins la mettent pour montrer qu'ils sont médecins. Alors on enfile les gants et la blouse et on part chercher quelques traces de rétine de souris congelées. On entre dans une pièce obscure où dorment 4 microscopes géants. Et pour la première fois depuis le début de ce podcast, je peux retirer mes lunettes sans crainte pour plonger dans l'infiniment petit. Mon œil de myope est ravi. Je vous vois, vous appuyez un peu sur tous les boutons au hasard. Hein. Effectivement, ça fait vraiment très longtemps que je ne l'ai pas utilisé celui-là. Moi, ce que je fais en fait, c'est que j'étudie la myopie associée à d'autres pathologies. C'est qu'en fait, je me sers d'autres pathologies rétiniennes pour découvrir des mécanismes impliqués dans l'apparition de la myopie. Pour vous la faire simple, on a remarqué que dans de nombreuses pathologies, telles que, je vais vous donner des gros mots, mais la cécité nocturne congénitale stationnaire ou la rétinopathie pigmentaire, beaucoup de patients de ces pathologies développent aussi une forte myopie. Et ce que j'essaye de savoir, c'est qu'est-ce qui fait que ces patients développent aussi une myopie. Voilà. Ah, ça y est, Ça marche mieux tout de suite. Hein. Ah ouais. Très bien. Je vais prendre l'exemple très simple de la cécité nocturne congénitale stationnaire. C'est une maladie en fait purement génétique, en l'occurrence, qui va mener à une perte quasi complète de l'acuité visuelle en basse luminosité, c'est-à-dire le soir dans la rue ou dans une pièce faiblement éclairée. Tous ces patients-là sont très myopes. Je vous avais expliqué que pour être capable de renseigner l'œil sur son état de croissance, c'est-à-dire quand est-ce qu'il faut arrêter de croître, la rétine nécessite une information lumineuse précise et claire. Chez les patients atteints de cécité nocturne congénitale stationnaire, cette rétine a une voie cellulaire qui est altérée. Et en fait, vu que la rétine n'est plus capable de capter certaines intensités lumineuses, elle n'est plus capable d'envoyer les bons messages au tissu environnant, et donc l'œil continue de grandir. Mais ça, on le sait grâce à l'étude de la cécité nocturne congénitale stationnaire. Donc je regarde une tranche de rétine, non, De rétine, oui, une tranche de rétine de souris. C'est ça ? Donc c'est de l'ordre du cheveu, quoi. L'épaisseur, on est plutôt sur du
200 microns, je crois, quelque chose comme ça. Donc effectivement, c'est un cheveu, effectivement, on pouvait dire ça. Alors je vois dans le microscope à la lumière bleue comme une sorte de mer. C'est quoi ce grand trou noir au milieu ? Le trou noir au milieu, entre les différents petits points bleus que vous voyez. Alors les points bleus, ce sont des noyaux de cellules, en fait. Le trou noir au milieu, c'est là où il y avait à la base le cristallin. Moi, j'ai retiré le cristallin pour ne garder que la rétine. Petite précision, parce qu'on en parle depuis le début sans la définir. La rétine, dans l'œil, à ne pas confondre avec la pupille. C'est la partie située au fond de l'œil et qui forme une membrane. C'est donc sur la rétine que l'image, créée par le système du cristallin, se forme. Elle est tapissée de photorécepteurs, lesquels transmettent l'information lumineuse au nerf optique et donc au cerveau, qui transforme ces informations en images. La rétine est organisée en couches, un peu comme le cortex cérébral. Elle est organisée en couches et chaque couche va posséder certains types de neurones qui vont avoir une fonction particulière. La partie la plus extérieure, par exemple, est constituée des photorécepteurs. Les photorécepteurs vont recevoir le photon lumineux et ils vont ensuite l'envoyer aux différentes cellules en dessous, donc les neurones, ce qu'on appelle les neurones bipolaires, puis les neurones ganglionnaires qui, eux, vont s'occuper de renvoyer le signal vers le cerveau. Attendez, dans l'œil, il y a des neurones. Oui. Le photorécepteur, c'est un neurone très particulier qui ont la capacité de recevoir, de s'exciter, ce qu'on appelle s'exciter en fait, en présence de lumière. C'est-à-dire que lorsqu'ils reçoivent de la lumière, ils envoient des influx électriques vers d'autres neurones pour dire « Ok, je reçois de la lumière ». Basiquement, c'est ça. Quand on a commencé à se rendre compte, évidemment, de l'impact de la lumière, c'est dans les années, je pense, 70-80. Mais ensuite, on a commencé à décortiquer, justement, la lumière, les différentes longueurs d'onde, les différentes couleurs de lumière qui sont les plus critiques pour la myopie. Notamment, on a pu faire cette distinction entre la lumière artificielle, celle de nos bureaux, et la lumière naturelle. Et ce qu'ils sont en train de faire actuellement, par exemple en Asie, c'est de proposer des lumières, des néons qui sont différents, en fait, qui vont essayer d'imiter un peu plus la lumière naturelle. Donc, par exemple, on voit apparaître des salles de classe dans lesquelles ils envoient des longueurs d'onde pour réduire l'apparition de la myopie chez les enfants de ces salles de classe, avec une certaine efficacité a priori. Ça me paraît déjà être quelque chose d'assez intéressant puisque ça permet de, entre guillemets, traiter absolument tout le monde en même temps et sans avoir besoin de lunettes, sans avoir besoin de chirurgie. Voilà, on joue directement sur l'environnement en lui-même. Alors, qu'est-ce qu'on voit ? Ah oui, c'est beau, dis donc. Donc là, c'est un marqueur, alors c'est quoi le marqueur d'ailleurs, j'ai même pas regardé, c'est DUSP4. Bon. Ah bah c'est ce que vous étudiez. Le DUSP4, ce sont tous les petits points plus faibles que vous voyez en haut qui constituent une couche aussi. Et là, je vois uniquement les neurones qui expriment la protéine DUSP4. Donc ça veut dire quoi sur cette souris SPE4 ? Mais en gros, l'intérêt, c'est de caractériser, en fait, de savoir où est exprimé DUSP4, en sachant quel neurone exprime DUSP4, on peut déjà un peu plus avoir idée de à quoi il sert dans la rétine. Et si on sait à quoi il sert, on peut savoir quel est son impact sur la myopie, typiquement. C'est un jeu de chasse au trésor, en fait. Au fur et à mesure qu'on obtient des petites informations, on peut commencer à émettre des hypothèses sur la suite de la pathologie, en fait. Pour ce qui est de la génétique, il y a de plus en plus d'études qu'on appelle des études d'association. On associe certains variants de gènes avec l'apparition, l'aggravation de la myopie. En découvrant les variants dans les gènes, on sait à quoi servent ces gènes dans les cellules, quelles voies cellulaires sont impliquées, donc on peut savoir quoi viser pour traiter la myopie. Si on sait que c'est telle voie cellulaire qui est impliquée, on pourra potentiellement plus tard proposer une molécule qui permet de réparer cette voie. Un médicament, une thérapie génique dans les cas, j'imagine, dans les cas génétiques les plus graves, ce genre de choses. Mais pour ça, il faut connaître les mécanismes cellulaires impliqués. Et donc quand on sait que voilà, tel gène est impliqué dans la croissance de l'œil, eh ben on sait qu'on peut aller, entre guillemets, taper dessus pour réduire la croissance de l'œil, par exemple. Vous avez fini votre expérience. C'est ça, exactement. Et là, vous allez faire quoi ? Une fois que vous avez ces résultats, vous remontez dans votre bureau ?
En fait, on a des programmes d'analyse d'images, je regarde, je joue sur les contrastes, et puis après je compte si jamais il n'existe pas de méthode de comptage automatique. Sinon, oui, je dois en fait, basiquement, c'est un genre de compteur électronique, et je clique et je clique et je compte le nombre de neurones que je possède. C'est très basique. Ah oui, c'est aussi ça, c'est un peu comme faire du tableur Excel, quoi. Il y a beaucoup de tableurs Excel en sciences. On essaie de voir si nos résultats sont statistiquement fiables, c'est-à-dire s'il y a suffisamment de différence entre nos différentes conditions. Et une fois que ça c'est fait, on peut faire donc ce qu'on appelle des figures, des graphes, et ensuite on écrit un article scientifique qu'on soumet aux journaux de revues scientifiques. Le trésor, c'est quand vous faites la publication, c'est ça? Quand vous avez trouvé que vous faites une publication. L'aboutissement d'un projet de recherche, c'est la publication. Alors, à défaut de publier les résultats de ses heures passées au microscope, Baptiste Villemé a déjà remporté le Young Investigator Awards en 2022 lors du congrès EVER, European Association for Vision and Eye Research. Et à terme, les gènes et molécules impliqués dans le développement de la myopie révélés avec l'étude de la cécité nocturne congénitale stationnaire permettraient d'anticiper l'importance de la myopie d'un patient en fonction de son score de risque génétique. Et donc, de prévenir la myopie, plutôt que de la guérir. La prévention de la myopie, voilà également un sujet qui intéresse un autre chercheur de l'Institut de la Vision. Il s'appelle Olivier Marr. Il est ancien ingénieur, chercheur à l'Institut de la Vision et porte des lunettes sans être myope. La rétine, c'est aussi son objet d'étude, mais sous un autre angle. Ah, c'est quoi? Alors, pièce d'électrophysiologie. C'est vous, il y a marqué votre nom, Olivier Marr, dessus. Quand vous prenez un appareil photo, il y a une optique, et au fond, il y a un capteur, les capteurs qu'on appelle CCD, avec un certain nombre de pixels qui vont ensuite faire la photo que vous allez pouvoir voir. L'œil humain, c'est pareil, on a de l'optique au début, et au fond, on a un capteur avec un certain nombre de pixels qu'on appelle les photorécepteurs. Essentiellement, c'est ça notre rétine. La différence avec l'appareil photo, c'est qu'avant d'envoyer au cerveau, la rétine, elle préanalyse plein de choses. Elle essaie de comprendre un petit peu ce qu'il y a dans la scène visuelle avant même de l'envoyer au cerveau. Et on essaye encore aujourd'hui de comprendre comment est-ce qu'elle analyse une scène visuelle. Donc, scène visuelle. Oui, c'est-à-dire ce que vous recevez tous les jours au travers de vos yeux et qui arrive jusqu'à la rétine, c'est des scènes visuelles avec des choses qui bougent, des choses complexes. Donc comment est-ce que la rétine, elle analyse ça et quelle information elle envoie au cerveau, c'est quelque chose qu'on sait aujourd'hui encore qu'on ne sait pas. En fait, au départ, pour la petite histoire, moi, cette idée de comprendre comment est-ce que la rétine, elle était capable d'analyser la scène visuelle et de la transformer en information qui était envoyée au cerveau, ça m'intéressait juste d'un point de vue purement fondamental, en fait. Parce que finalement, c'est assez marrant qu'un petit bout de tissu humain, biologique, puisse faire autant de calculs en quelques millimètres carrés. Donc moi, qui suis ingénieur, à la base, c'est ça qui m'intéressait. Et puis un jour, y a des gens qui sont venus me voir en disant « Mais en fait, comment est-ce que la rétine, elle fait quand l'image, elle est floue ?» Et je leur ai dit « C'est une bonne question, en fait, on ne sait pas. » Donc en fait, c'est là que je me suis rendu compte que ce truc-là, super fondamental, avait une application sur un truc qui va devenir la cause de cécité numéro 1 dans le monde, qui est la myopie. Et c'est là tout l'enjeu. 50% de la population sera myope, et notamment les enfants. Alors la recherche a tout à comprendre de cet œil un peu bizarre et surtout des liens avec le cerveau. Car oui, vous l'aurez compris, ce n'est pas l'œil qui voit, mais le cerveau. Et même 80% des informations traitées par le cerveau proviennent de l'œil. Ce qu'on fait, c'est qu'on travaille sur la rétine d'animaux, comme la souris notamment. Notre but, c'est de l'enregistrer. D'enregistrer la rétine. Donc, comment on fait? Donc on extrait la rétine, on va la poser sur un tableau d'électrode. C'est un petit carré. Ouais. On va mettre ensuite ici, dans cette machine. C'est comme un microscope, c'est quoi ça? Ça, c'est un microscope. Donc D'accord. l'idée, c'est que quand une cellule ganglionnaire, elle émet ce qu'on appelle un potentiel d'action, c'est des petites impulsions qui sont envoyées au cerveau. Tout ça, c'est des signaux électriques, en fait, qu'on voit la rétine. Tout à fait. La rétine, elle transforme la lumière en signaux électriques. Donc, et à la fin, les cellules ganglionnaires, pour envoyer l'information au cerveau, elles envoient des impulsions nerveuses. Et ces impulsions nerveuses, elles vont voyager selon le nerf optique, rentrer dans le cerveau et envoyer l'information au cerveau. L'idée, nous, c'est de capter ces impulsions nerveuses. Donc ça, voilà, on a la rétine là.
Elle est dans une solution avec de l'oxygène, de l'eau, du sucre, du sel. Pour qu'elle reste vivante en quelque sorte? Exactement, pour qu'elle reste vivante pendant plusieurs heures. On arrive à la garder plusieurs heures vivante comme ça. Et dans le même temps, ici, en fait, ce que vous voyez, c'est une sorte de vidéoprojecteur démonté qui rentre dans le microscope et qui est focalisé exactement sur les photorécepteurs. Ça va, en fait, je vais jouer n'importe quelle stimulation visuelle. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est de comprendre, quand elle regarde la scène visuelle, qu'est-ce qui les fait réagir. Okay. Et donc, c'est quoi ce que vous passez comme image? Ça m'intrigue, alors. Alors, par exemple, ce qu'on s'est intéressé à faire pour le projet de la myopie, c'est de prendre des images, disons, naturelles pour une souris, a priori. Et en fait, ce qu'on s'est amusé à faire, c'est que là, en fait, on a extrait la rétine, il n'y a plus le système optique de l'œil. Donc, en fait, on a reconstitué comment l'optique de l'œil, elle allait changer ce qui allait arriver jusqu'à la rétine. Donc, on fait un truc un peu hybride où on y prend une image et on la transforme pour reproduire la transformation qui est faite par l'optique de l'œil. Donc, l'image, elle est déjà transformée quand voilà. vous la projetez. Et ensuite, elle arrive sur la rétine et la rétine, elle répond à ça. Et ensuite, on essaie de comprendre la relation entre ce que nous, on a mis et la manière dont ça répond. Là, si j'enlève mes lunettes, oui. Ok, je vous vois flou. Oui. Qu'est-ce qui se passe en vrai? Dans la rétine ? Bah ouais. Bah, bonne question. Comment est-ce que les neurones qui sont dans la rétine, les cellules ganglionnaires dont je vous parlais tout à l'heure, par exemple, est-ce qu'ils répondent différemment ? Selon qu'on est flou ou net, qu'est-ce que ça change pour eux ? On sait une chose, c'est qu'en dehors de toutes les choses qu'elle fait, la rétine, elle est aussi capable de savoir si une image elle est focalisée devant elle ou derrière elle. Et ça, on le sait, parce qu'il y a plein d'expériences qui ont montré que, par exemple, sur un animal, si on lui fait porter les lunettes qui vont faire en sorte que l'image elle va être focalisée devant la rétine, eh bien, sur un animal jeune, ça va ralentir la croissance de l'œil. Et inversement, si on le met derrière, si on met le plan focal derrière, eh bien, au contraire, ça va accélérer la croissance de l'œil. Ça, c'est hyper important, parce que la myopie, c'est un excès de croissance de l'œil. C'est la rétine qui commande la croissance de l'œil. C'est exactement ça, oui. La rétine, en fait, selon ce qu'elle reçoit, elle va dire « Ah, il faudrait accélérer la croissance de l'œil », au contraire, il faudrait la ralentir. Si vous voulez, l'équivalent, c'est quand vous essayez de faire la mise au point. Bon, bah, qu'est-ce qui se passe ? Il y a l'optique qui est en train de s'ajuster pour rendre les choses nettes. En fait, la rétine, elle cherche rien d'autre qu'à faire ça. Elle reçoit quelque chose et elle se dit « Ah, oula, il va falloir que je change ma taille pour être au bon focus ». Là, l'idée, c'est qu'elle n'y arrive pas très bien et qu'on va l'aider à dire « Non, ralentis, parce que si l'œil est trop grand, à la fin, il y aura peut-être des problèmes un jour. » Donc l'objet de votre recherche, c'est d'éviter la myopie, enfin en tout cas de la ralentir. De la ralentir, oui. Et pour ralentir la croissance de l'œil, en fait, on veut bluffer la rétine et lui faire croire, faire porter au patient des verres qui vont faire croire à sa rétine que l'image elle est focalisée devant et que la rétine doit absolument ralentir la croissance de l'œil. Voilà, c'est ce qu'on appelle des verres de freination. Ça paraît complètement de la science-fiction, mais il y a déjà des verres commercialisés aujourd'hui qui existent, qui marchent pas si mal, mais disons, je pense qu'on peut, si on comprend pourquoi ils fonctionnent et comment ça se passe, je pense qu'on peut sans doute améliorer leur fonctionnement. Et donc pour ça, l'idée, c'est qu'il faut arriver à comprendre exactement la rétine, qu'est-ce qu'elle regarde dans la scène visuelle pour savoir où est focalisée l'image. D'accord. Donc en fait, pour faire simple, Olivier Marr, grâce à son travail, va permettre la création de lunettes spéciales pour les enfants afin de ralentir la myopie. Et pour être le plus efficace, il faudrait viser les 2,5 millions d'enfants en France entre 2 et 12 ans qui commencent à être myopes. L'espoir, c'est que on détecte la myopie, on essaie de la détecter relativement précocement. Le truc le moins cher, un examen de vue, ça marche déjà très bien. Et donc l'idée, c'est de lui donner des lunettes, mais sauf que ces lunettes, en fait, au centre de la lunette, là où la partie qui nous sert vraiment à voir, elles vont être normales, c'est des lunettes normales. Et en périphérie, elles vont avoir un peu des petits systèmes, des petites lentilles, des choses comme ça, qui vont un peu transformer l'image, mais sans que l'enfant s'en rende compte, et qui vont dire à sa rétine, appuie sur le frein, ralentis la croissance de l'œil. Alors, il existe déjà aujourd'hui un produit qui est utilisé, mais un peu décrié chez les enfants pour ralentir la myopie. Ça s'appelle l'atropine. C'est une substance qui permet de bloquer l'accommodation et de dilater la pupille. Utilisée à un très faible dosage quotidiennement, elle a le pouvoir de freiner la myopie. Mais, parce qu'il y a un mais, cette substance n'est pas sans risque. Et elle peut provoquer, entre autres, une sensibilité à la lumière, donc casquette et lunettes de soleil obligatoires, et une vision floue en vision de près, et surtout, présenter un effet rebond très important. D'où l'intérêt de chercher à concevoir des lunettes moins invasives pour les yeux de nos petits. Les complications de la myopie, elles arrivent souvent chez les myopies fortes. Donc les gens qui ont vraiment
Voilà, il a besoin d'une très grosse correction. Et du coup, ce qui correspond à un œil assez allongé, avec vraiment des contraintes un peu même mécaniques en fait, qui font que ça peut provoquer des complications. Combien de temps un enfant va devoir porter ses lunettes jusqu'à sa vingtaine, jusqu'à ce que sa vue soit stabilisée ? Pour l'instant, honnêtement, on n'a pas vraiment assez de recul là-dessus. Et pour l'instant, il n'y a pas encore assez de recul sur beaucoup de choses, comme par exemple ce qu'on appelle l'effet rebond. Vous savez, c'est quand vous arrêtez un traitement et la maladie repart en fait après. Donc est-ce qu'il y a un effet rebond si jamais vous arrêtez de porter ce genre de verre ? Bonne question, on n'en sait rien. Pour l'instant, le problème c'est qu'il faudrait suivre des enfants sur toute la période de croissance pour vraiment être sûr de ce qu'on a, et pour l'instant ça n'a pas été fait. Mais c'est très contraignant pour un enfant de porter des lunettes. Est-ce que ça pourrait être des lentilles par exemple, ou est-ce que ça peut être, je sais pas, un implant ? Dès lors que vous êtes myope, vous allez avoir besoin d'une correction en fait. Donc que ce soit des lunettes, des lentilles ou autre chose, il va falloir quelque chose. Pour l'instant, ces nouveaux types de verres, juste techniquement, c'est plus facile de les faire sur des lunettes. Déjà, il faut trouver quelque chose qui marche et qui marche bien. Après, on pourra réfléchir à effectivement faire une version avec des lentilles ou quelque chose comme ça. C'est toujours difficile de savoir à quelle vitesse va évoluer la science. J'ai l'impression que les industries semblent plutôt proposer des méthodes non médicamenteuses, donc des lunettes, de la chirurgie. Mais on peut imaginer qu'il va apparaître d'autres molécules petit à petit. On sait que l'atropine, c'est assez imparfait, donc on a besoin de développer d'autres choses. Si on met suffisamment de moyens financiers, on peut toujours tout faire. Il faut aussi essayer d'enclencher un changement de société. Quand on sait que c'est la moitié de la population qui va être myope, il vaut peut-être mieux commencer à proposer des solutions plus sociales aussi. Donc, c'est-à-dire pousser les enfants à sortir plus souvent en dehors, continuer à faire des activités sportives extérieures. De toute façon, ce sera bon pas que pour leurs yeux, aussi pour leur santé d'une manière plus générale. Allez, on court, on court, on court ! Depuis qu'elle est petite, ma fille Awa passe plus de temps dehors que dedans, à courir, à jouer. Et même maintenant à apprendre, puisqu'elle fait l'école dans la forêt. Alors, en écoutant Baptiste Villemé conclure cette série de podcasts sur la myopie, je me dis que c'est déjà ça de prix. Toute cette lumière naturelle pour permettre de retarder l'apparition de sa myopie. Tu portes bien, hein ? C'est l'enregistreur. Si jamais elle devait être myope, autant que moi, Oui, puis c'est mon outil de travail. il y a un autre sens que je l'invite à développer depuis toute petite et qui m'a sans doute amenée à faire ce métier de myope qu'est la radio. Si tu réappuies dessus, ça va s'arrêter. L'audition, ou comment voir le monde avec les oreilles. Ouais. Et ça, c'est drôlement pratique, parce qu'au moins, là, je n'ai pas besoin de lunettes. Quand j'ai commencé à faire ce podcast, la plupart de mes connaissances ont été surprises de savoir que j'étais myope, surtout à ce point. Et c'est vrai que j'aimais la cacher, ma myopie, avec mes lentilles, et je ne réservais mes lunettes que quand j'étais chez moi, ou en petit comité, intime. Alors aujourd'hui, grâce à ce podcast, la myope réservée que j'étais, toujours à poser des questions, a enfin pris la parole à la première personne. Et ça, ce n'était pas gagné. Allez, je vous quitte. J'ai rendez-vous chez mon opticien pour essayer une nouvelle monture de lunettes. Bien visible, ronde, et pourquoi pas bleue. Dans cet épisode, vous venez d'entendre les chercheurs Olivier Marr et Baptiste Villemé. Merci à eux de nous avoir accordé de leur temps. C'était Au fond des yeux, une enquête sonore originale de l'hôpital des 15-20, l'Institut de la Vision et l'IHU Foresight pour la Vision. Elle est produite par le studio Ose. Reportage, Léa Minot. Réalisation, Guillaume Giraud. Production, Lorraine Pagès.